Merci encore à vous tous de vous être déplacés. Vous pourriez être n'importe où et en étant là, vous rejoignez un petit peu cette dynamique, vous rejoignez un petit peu tous les gens qui commencent à s'informer et aussi le but c'est que derrière vous puissiez être acteur. Donc récupérer un petit peu des informations pour que vous puissiez vous-même passer à l'action. Et c'est un petit peu le message de ce soir, vous dire si moi je l'ai fait, j'ai rien d'exceptionnel. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ok ? Merci encore à vous deux et à vos associations de nous recevoir. Un petit mot sur moi, très très bref. À 18 ans, j'ai fait le parcours scolaire classique. Je m'ennuyais pas mal à l'école. C'était pas très très passionnant. Et du coup, j'avais envie de faire de la musique. Je m'évadais dans la musique en fait. Et pour tous ceux qui sont encore en études ici ce soir, quelques-uns peut-être, ceux qui ont repris, n'hésitez pas à continuer vos études, faites surtout pas, ne me prenez pas comme exemple, bien sûr que non. Moi j'ai arrêté à 18 ans parce que je voulais faire de la musique. Et en fait j'ai alterné les petits boulots, les CDD, j'ai jamais eu de CDI. Et j'ai bossé un petit peu dans l'administration, l'éducation nationale, le public, le privé, des boulots un peu sportifs où j'ai chargé des camions, j'ai alterné un petit peu tout l'administratif, etc. Et entre ces périodes de travail où il fallait bien travailler parce que depuis qu'on est petit, on nous dit qu'il faut qu'on travaille, j'ai eu la chance de faire de l'associatif et pas mal de voyages. Là, on voit une photo de moi à Petra et on voit déjà une appétence pour le bâtiment. Et surtout, cet exemple-là, il est vraiment représentatif de la permaculture qu'on va définir juste après, vous inquiétez pas, parce que Petra, c'est comment l'ingéniosité humaine a fait pour transformer un endroit désertique en 5 siècles plus tard, une merveille du monde. C'est aussi un peu le message de ce soir. On peut être acteur et on n'est pas des nuisibles. Okay. Se sortir de cette idée qu'on est des nuisibles. Parce que moi, depuis que je suis jeune, j'ai fait des petits boulots, j'ai pris ce qu'on me donnait, mais forcément, en étant toujours en bas de l'échelle, j'étais vraiment peu considéré. Et il y avait ce côté où j'avais vraiment l'impression qu'on utilisait 2% de mes capacités. Je faisais ce que je devais, et depuis que je suis petit, quand je questionnais sur le système actuel, on me disait déjà, ça va être plus dur pour vous. C'est un constat que je ne peux pas accepter pour ceux qui viennent après. Et aussi, ça ne marche pas, mais on continue. Et c'est vrai que ça pose quand même question. Du coup... Est-ce que quelqu'un ronfle dans la salle? Bon, c'est le chien. On est bon, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'avais cette espèce de contresens dans ma tête où on me disait, bon, d'un côté, va travailler, etc. Et à la fois, on sait que c'est un système polluant qui ne nous va pas. Et le côté, ok, il faut quand même que je me donne bonne conscience en faisant de l'associatif, etc. Et c'est vrai qu'à l'âge de 27-28 ans, il y avait toute cette mouvance de films assez positifs. Et il y a eu le film Demain qui, moi, un peu, m'a mis le coup de pied aux fesses pour me dire « Ok, maintenant, il est vraiment temps de joindre le côté il faut faire des bonnes choses et le côté je travaille, réunir les deux. » Et c'est dans ce film-là que pour la première fois, j'ai entendu parler du mot permaculture. Et quand on sort de ce film, on pense que la permaculture, c'est du jardinage, exactement. Et c'est ça un petit peu qu'on va voir ce soir. Déjà, c'est une vraie définition de ce que c'est la permaculture et surtout de son potentiel. Parce que le potentiel des jardins est certes intéressant, mais c'est pas comme ça qu'on va révolutionner la planète. J'ai eu la chance, quand je suis sorti de ce film, d'avoir un petit jardin et de m'intéresser un peu plus à la permaculture, de me documenter, de faire n'importe quoi et surtout de me faire financer un stage par Pôle emploi avec Éric Escoffier. Un stage qui, je pense, n'existe plus, mais qui, moi, m'a complètement transformé, bouleversé, parce que je me suis dit, waouh, toutes les questions que je me pose sur le système actuel, il y a des gens qui se les sont posées 50 ans avant moi, et surtout qui ont trouvé les solutions. Et ces solutions-là, c'est ça, la permaculture. Une fois que j'ai eu ce déclic-là, il n'y avait plus de retour en arrière. C'est un petit peu comme un feu qui demande juste à être attisé, la flamme elle est là,
et pouf, c'était parti. C'était plus possible de revenir. Et j'espère que ce soir, parmi vous, il y aura des gens qui auront ce déclencheur. Une fois qu'on a faim, une fois qu'on cherche les solutions, quand on nous les donne, soit on referme le livre et on remet la tête dans le sable, soit on y va, quoi. La suite, elle n'est pas très importante. Je me suis juste beaucoup plus formé en permaculture et dans plein d'autres domaines. J'ai eu la chance de le faire en France et j'ai eu la chance de le faire à l'international. J'ai aussi suivi le cours du fondateur David Hopgren, dont je vais parler un petit peu plus. Et là, on voit une photo de moi en Inde. La question, c'est mais où est-ce qu'il est? Où est Charlie? Il est là. J'ai eu la chance de suivre une formation là-bas où il y avait le congrès international avec vraiment les top mondes de la perma. C'est difficile de mettre un classement, mais vraiment le niveau était exceptionnel. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ici Robin Francis, qui ont fait une éco-région et qui ont été capables de mobiliser 6000 personnes lorsqu'une entreprise de gaz de schiste est venue pour tout détruire, par exemple. Ils ont joué à un jeu très rigolo, adopte un poulet. Chaque membre de l'association repérait des CRS, puis après aller leur payer un coup au bar, leur faire un petit massage et leur dire quand même c'est pas dommage qu'on détruise la région, sachant que c'est une biorégion qu'elle a fondée, qui est à 90-95% autonome. Donc elle s'est dit il n'est pas temps maintenant que tout ce travail-là soit atomisé par une entreprise. Et ce qu'a fait l'entreprise, elle a fait quelque chose d'assez simple. Elle est allée juste à côté, à un endroit où il n'y avait pas de gens comme ça qui étaient capables de mobiliser autant de personnes. Juste à côté, on voit Govinda Sharma, c'est un Népalais qui a amené le bio au Népal. Et quand on lui parle, il dit, mais vous les Français, c'est important que vous retrouviez votre souveraineté alimentaire. Et quand on a un petit bonhomme comme ça, nous on est blancs, français, qui nous dit t'es pas souverain, nous on l'est, on se pose des questions, je vous garantis, quand on est gamin. Et ce bonhomme-là, il a vu Monsanto débarquer au Népal pour offrir généreusement des graines. Et il a expliqué que si on prenait ces graines aux autres paysans, si juste un paysan prenait les graines, ça allait polliniser et donc faire perdre leur propre souveraineté. Il a mobilisé 5000 paysans, le ministre a pris l'hélicoptère et est parti du pays, et puis ils se sont mis dans le Katmandou, et Monsanto sont repartis gentiment avec leurs graines. C'est ça les professeurs que j'ai eus. Donc il y a beaucoup de gens ici qui pourront vous parler de permaculture, et il y a peu de gens qui ont eu la chance de côtoyer ces gens-là, qui sont des gens très humbles, mais ces gens-là qui ont fait des choses incroyables. On va parler du fondateur Bill Mollison, qui est décédé maintenant, il y a 2016, vous le voyez, donc 7 ans, qui est né en Tasmanie, juste en dessous de l'Australie, là, qui a vécu jusqu'à ses 28 ans dans une sorte de paradis. Et vous connaissez cette espèce de sentiment où on se rend compte des choses qu'on aime quand on les perd. Et il a vu l'ère industrielle arriver petit à petit. Il a vu le petit village de pêcheurs où tout le monde bricolait, se donnait des coups de main, cultivait, pêchait, chassait, construisait. Petit à petit, voir moins de poissons, voir moins d'arbres, voir les gens obligés de devoir partir travailler à la ville. Grosso modo, voir tout ce paradis perdu disparaître sous ses yeux. Et il est rentré en révolte contre ça, vraiment. Et il s'est dit, je vais lutter, qu'est-ce que je peux faire? Il a eu des doutes, donc il s'est dit, je vais quand même aller travailler dans le recensement des animaux. Est-ce que c'est bien vrai? À quelle échelle c'est vrai ou pas? Et il a essayé de lutter. Et en fait, il s'est rendu compte que la lutte frontale, ça servait à rien. Et je trouve que ce modèle-là, il est intéressant pour nous. Parce que on pourrait rentrer en lutte frontale. Ils ont essayé. Et à l'époque, déjà, ça n'a pas marché. Et du coup, il est parti vivre en forêt. Dans une forêt primaire. Une forêt où les arbres, ils ont des diamètres plus grands que moi, là, comme ça. Et là, on comprend dans notre petit schéma que c'est pas avec notre main qu'on va couper une forêt comme ça. Ça nous remet un peu à notre place. Et il a vécu 2 ans comme ça en forêt. Et il s'est dit, je sortirai de la forêt que quand j'aurai quelque chose d'intéressant à proposer. Parce que là, oui, je suis en forêt, je nuis pas. Mais j'œuvre pas pour améliorer les choses. Il a eu le temps de réfléchir en 2 ans seul. Et il s'est dit, ok, maintenant j'ai ce qu'il faut.
j'ai la permaculture, je vais aller en parler. Et donc là, il est sorti de sa forêt et il est allé enseigner à l'université. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le cofondateur de la permaculture, David Holmgren. J'ai appris l'anecdote il n'y a pas longtemps. David Holmgren était dans l'université et puis il cherchait un appartement. Et Bill Mollison, lui, il avait son jardin et il faisait tout un tas de petites expérimentations. Sa femme, au bout d'un moment, elle lui a dit « Écoute, c'est sympa, Bill, mais là, c'est un petit peu trop anarchique ce que tu fais. Donc, on a une pièce là-haut, les enfants sont partis, on va la louer à un étudiant et l'étudiant va gérer le potager. » Cet étudiant, c'était Holmgren. Holmgren et Mollison sont deux personnages assez différents. Holmgren est encore en vie. Ils ont discuté des soirées et des soirées ensemble. Et quand Holmgren a rendu son rapport de thèse, ça ressemblait à peu près au premier livre qui s'appelle Permaculture 1, qui a été publié en 1978 en Australie. Ce livre, il a été plutôt mal accueilli par les professionnels parce qu'il changeait tout. Et du coup, c'était un peu difficile, comme d'habitude dans les traditions, d'arriver avec des gens qui ne sont pas du métier, qui viennent nous expliquer comment faire. Par contre, il a eu un bon écho au niveau des particuliers qui se sont dit « Tiens, c'est pas bête ce qui est marqué là-dedans. » Et donc, beaucoup de l'expérience de Permaculture 1, c'est vraiment le rapport de thèse de Holmgren et une synthèse de toutes leurs discussions, expérimentations qu'il y a eu comme ça chez Mollison. En 1979, Mollison, il se consacre à une chose, créer des écosystèmes durables. Grosso modo, c'est quoi un écosystème durable? C'est un écosystème qui produit plus que ce qu'il consomme. Parce qu'ils se sont rendus compte de quoi? Ils se sont rendus compte qu'avec le pétrole, déjà, on avait arrêté de réfléchir, ce qui se comprend. Du jour au lendemain, on tombe sur une énergie miracle. Incroyable. On n'avait pas encore mesuré les conséquences de cette énergie, mais ça se comprend. Nous aussi, imaginez, si là d'un coup plus personne paye l'essence, bon, on va conduire un peu plus. Si plus personne paye le chauffage, on va se chauffer un peu plus, etc., etc. Vous comprenez? C'est humain, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, ils se sont dit, wow, si on mesure la quantité d'énergie, on injecte beaucoup plus d'énergie dans le système que ce qu'il en produit. Bon, on va reprendre toute l'intelligence du passé en utilisant l'énergie qu'on a actuellement pour créer des systèmes qui produiront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Okay? Ça, il l'a résumé en un mot qu'on va franciser aujourd'hui, qui s'appelle le design. En 81, il commence à avoir le premier diplômé qui est lui-même capable de faire ses propres designs, donc lui-même de concevoir ses propres écosystèmes durables. Et en 2012, on était plus de 300 000 diplômés dans le monde, partout dans le monde. Je trouve que cette histoire, elle est intéressante. Ça montre comment un homme s'est retrouvé face à un système qui ne lui allait pas, et de son propre chef, avec ses propres mains, a fait un bout de chemin qui, maintenant, en 30-40 ans, est capable d'avoir 300 000 diplômés dans le monde. Juste une personne. Une personne. Sachant que depuis 2012, évidemment, on a fait du chemin. Hein. J'en ai pas parlé, j'en parlerai tout à l'heure, mais rien que moi, j'ai formé 500 personnes. En 88, Mollison sort son livre référence qui s'appelle Le Designer Manuel. Grosso modo, comment on fait ces écosystèmes durables pour partout sur la planète. C'est 10 ans de recherche. C'est 10 ans où il est allé voir tous les permaculteurs qu'il connaissait, qu'il avait formés, etc. pour aller prendre, ok, dans tel pays, tel pays, tel pays, vous avez fait comment? Le livre, il est comme ça. Rien que sur l'explication de la pochette, il y a 3 pages. Malheureusement, ce livre, il n'est pas traduit en français, mais il est disponible en anglais et c'est magnifique. Maintenant qu'on sait ça, qu'on a quelqu'un, et même du coup plein de gens qui ont été capables de mettre en place
de vraies solutions, on pourrait se dire, bon, cool, pourquoi je me mettrais moi à le faire maintenant? Et là, vous connaissez peut-être ce monsieur. Qui c'est qui le connaît parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle? Qui c'est lui? 1, 2, 3, 4. 4 sur 20. Pas tant que ça finalement. Ouais, Jean Covici, hein. On en entend de plus en plus parler. Il y a des aspects où je l'aime bien, il y a des aspects où je l'aime moins. On parlera un petit peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bon communicant. Ouais. Comme il le dit lui-même, il lui a fallu 20, 30, voire 40 ans pour comprendre un truc, c'est que le système actuel, plus il a d'énergie, plus il produit. Donc il nous a fait un cours, c'est un enseignant aux mines, qui nous explique ça. Je vous mets une courbe. Après, si vous voulez voir ces cours, il y a tous ces cours qui sont en ligne, hein, vous pouvez y aller. Il illustre énormément, etc. Moi, j'ai voulu faire super simple pour surtout vous parler des solutions. Parce que vous le savez, l'énergie actuellement, elle diminue. Donc je le disais tout à l'heure, j'ai fait une conférence il y a déjà 3-4 ans, il y avait le même début, pas la même fin. Parce que dès le départ, quand on regardait les courbes, on pouvait se douter qu'il allait avoir un problème au bout d'un moment. Il y avait de moins en moins d'énergie disponible. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, on le paye cher, on s'en rend compte. Donc pendant tout un temps, depuis 2008, on parle de plein d'autres choses. Mais quand on voit les courbes, bah, c'est les courbes. Donc elles ne mentent pas. Et les chiffres ne mentent pas. Donc il y avait moins d'énergie disponible. Il y a une question? Ouais. Ok. Du coup, quand on sait qu'il y a moins d'énergie disponible, on a deux options. Soit on trouve une nouvelle source d'énergie, soit on doit en consommer moins. Vous comprendrez qu'actuellement, on est surtout sur la seconde porte, on en consomme moins. Et donc là, on a deux solutions. Soit, solution, la décroissance, soit la permaculture. La décroissance, c'est on choisit d'avoir moins d'énergie, et actuellement, on est plutôt dans l'idée, on le subit. Typiquement, on vous fait monter le prix de l'essence, vous en mettez moins, vous le subissez. Hein. On le subit tous. La permaculture, c'est comment on prend l'énergie qu'on a aujourd'hui pour l'investir, créer des systèmes durables qui vont produire beaucoup plus parce qu'on aura fait les bons choix. Et là maintenant, c'est à vous. Vous avez les grandes lignes pour créer un monde parfait. L'idée, c'est créer des systèmes d'abondance. Mais avec éthique. Et là, je me dis qu'on devrait poser ça aux élèves de terminale. Donnez-moi 3 phrases simples pour transformer n'importe quel pays de ce monde en paradis. Selon vous, ça serait quoi? Là, c'est à vous de jouer. 3 phrases. Une phrase. Vous diriez quoi? L'amour, la considération de chacun. C'est pas mal ça. La considération de chacun. Autre chose? Produire et consommer localement. Produire et consommer localement. Ok. Solidarité entre les nations. Solidarité entre les nations. Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Ne pas s'en remettre aux technocrates. Ne pas s'en remettre aux technocrates. Ok. Partager. Partager. Ok. On a pas mal de choses intéressantes. Les monnaies locales. Là, on est plus sur la technique. Mais vous voyez l'idée? C'est intéressant, hein? Et là où je trouve que Bill Mollison et Holmgren étaient vraiment des génies, c'est qu'ils sont arrivés, eux, à faire 3 phrases courtes et simples qui sont devenues les éthiques de la permaculture. Si vous retenez ça ce soir, vous savez ce que c'est la permaculture. La permaculture, c'est n'importe quel projet durable qui prend soin de la terre, prend soin des gens, crée l'abondance et redistribue équitablement. On l'a pas mal dit là, hein? Il y a eu déjà l'idée, l'amour, c'était pas mal. Prendre soin de la terre, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de notre environnement, c'est vraiment l'idée globale. Donc c'est un premier filtre.
Des fois, on se pose la question, est-ce que là, je suis en train de prendre soin de la terre? On me dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui prend soin et qui ne prend pas soin? J'ai envie de vous dire, au fond de vous, vous le savez. On le sait très bien quand on est en train d'améliorer ou de détruire. Donc la première chose, c'est prendre soin de notre environnement au global. On pourrait dire l'eau, on pourrait dire le sol, les petits animaux, l'espace. Vous voyez l'idée, ok? Voilà, donc ça c'est un premier filtre. Le deuxième filtre, c'est prendre soin des gens. Ça veut dire déjà prendre soin de vous. D'abord. On n'est pas dans le sacrifice là. Prendre soin de tout ce qu'on nous a légué. Prendre soin des anciens, de ce savoir, de ces connaissances, de ce travail qui nous a été transmis. Et prendre soin de ceux qui viendront après nous. Pouvoir leur transmettre encore plus que ce qu'on a reçu. Premier filtre, prendre soin de la terre. Deuxième filtre, prendre soin de l'humain. Le problème, c'est que si je me limite à ça, j'ai la stratégie du hamac. Je me mets dans le hamac là, et tout va bien. Et c'était là tout l'intérêt de sortir de la forêt de Mollison. On a l'idée du partage équitable, mais surtout de produire. Je vais faire quelque chose qui produit. Et notre système actuel, il est basé sur la rareté. Et évidemment, notre système actuel, il produit à fond. Le capitalisme, c'est ce qui produit le plus. Mais ça produit sans prendre soin de la terre, sans prendre soin des gens. Il y a encore un autre gros problème, c'est qu'il y a la rareté. L'idée là, c'est produire, et bien sûr que vous allez prendre votre part. Vous allez même prendre tout ce qu'il vous faut. Mais tellement que votre système il va produire, vous allez libérer les surplus. Regardez un arbre. Est-ce que dans un arbre, il y a 2-3 fruits? Non. Il y a des centaines de fruits. Est-ce que dans une tomate, il y a 2-3 graines? Non. Il y a des centaines de graines. La permaculture, elle est inspirée de la nature, comme Mollison, il a vécu en forêt. Il s'est aussi inspiré de tous les savoirs anciens des aborigènes. Du coup, avec comme graines, ils ont été capables, juste avec ces 3 phrases simples, qui sont les fondamentaux de la permaculture, je trouve, de créer une hymne qui devrait être l'hymne de tous les pays. Vous prenez n'importe quel pays sur la planète, vous lui collez ça, et ça devient un paradis sur Terre. Ok. Ce qui est intéressant maintenant dans la permaculture, c'est qu'on a des gens qui travaillent à faire des systèmes durables en utilisant ces 3 éthiques depuis 50 ans. Pour ça, ils utilisent le mot dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mot design. Je vous ai fait une petite définition simplifiée. Le design en permaculture est un ensemble de pratiques destinées à concevoir, le mot-clé là c'est vraiment concevoir, un système productif, durable et résilient qui absorbe les chocs. Et vous comprenez maintenant, je l'espère, que ce système il peut être agricole, mais ces 3 éthiques, on peut les mettre sur une association, on peut les mettre sur un couple, on peut les mettre sur une maison, on peut les mettre sur un quartier, sur un pays, sur une relation, sur tout. C'est pour ça que la permaculture, c'est pas faire un jardin. La permaculture, c'est faire un projet qui respecte ces 3 éthiques-là. Ok? Prendre soin de la terre, prendre soin des gens, produire l'abondance et redistribuer les surplus. Ok? Donc peut-être que vous faites déjà tous de la permaculture, même si vous n'avez pas de jardin. Ne pas confondre le mot design avec le mot, le côté esthétique du style ce meuble est design, d'accord? Et surtout, s'il vous plaît, rappelez-vous, la permaculture, c'est pas des techniques toutes faites. On oublie les buts, on oublie le jardin en permaculture, on oublie les vendeurs de rêves. La permaculture, c'est contextuel. Donc quand vous êtes prof de permaculture, c'est vraiment trop simple. On vous pose une question, vous répondez « ça dépend du contexte ». Et vous avez gagné. C'est de la logique. Mais combien de fois on pose la question? Et là, c'est quoi la bonne technique? Non, c'est pas la bonne technique. Quel est le contexte? C'est logique. Hein, là, en fait, on a juste la définition d'ingénierie éthique. Hein. C'est l'ingénierie, la permaculture. Okay, un bon design, c'est grosso modo un bon plan. À la fois le jour J et à la fois dans le temps. On dit, c'est ce qui nous permet de réfléchir de manière holistique, globale. Le côté holistique, c'est juste
global en plus beau. En image, là, vous avez le design de Robin Francis. Donc vous voyez, elle arrive sur une parcelle et en fonction de toutes les recherches qu'elle fait son propre design. Et puis ça ressemble à ça. Une fois qu'elle le met en place, ça ressemble à ça. Donc on retrouve les mêmes éléments, etc., etc. Pour concevoir ces systèmes durables, on a des méthodes et surtout, on a des outils. Les outils, ils ont été résumés pareil en plein de petites phrases simples. C'est ce qu'on appelle les principes de la permaculture. Faites bien la différence. Il y a les éthiques qui nous permettent de la définir et il y a les principes. Les principes, c'est des outils. Grosso modo, c'est un héritage. C'est-à-dire que chaque designer en permaculture a un petit peu ses techniques et ils nous ont fait une liste de tout ce qui nous permet d'être super efficace. On ne va pas faire la liste ce soir, peu importe. Mais là, on a 12 phrases simples qui sont résumées dans le livre de Holmgren, qui fait 500 pages et qui est écrit en pâte de mouche. Vous pouvez trouver ce livre, il coûte 12 €, c'est super intéressant, n'hésitez pas. Et vous pourrez voir toute la profondeur derrière ces petites phrases. Et il est là le talent, d'être capable de résumer des idées complexes en choses simples. Qu'est-ce que c'est la permaculture? Il y a plein de gens qui vont vous dire on ne peut pas le définir en moins d'un quart d'heure. La permaculture, c'est une méthode pour créer un projet durable. C'est simple. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on sait le faire. Au niveau de l'habitat, tout ce qui est outils, technologie, enseignement, culture, santé, bien-être, finance, économie, foncier, gouvernance, et effectivement, prendre soin de la terre, le côté production agricole. Mais vous vous rendez compte comme c'est dommage de résumer la permaculture à juste cette pétale, alors que c'est tout ça. Et c'est pas juste un domaine, c'est le mélange de ces domaines-là. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne pourrez pas acquérir des terres. Si vous ne maîtrisez pas le bâtiment, ça n'aura pas de sens de faire un jardin. Bill Mollison, il disait, quand j'ouvre la fenêtre de la cuisine, je veux que la nourriture, elle rentre dans ma cuisine. Et c'est vraiment ce lien-là. C'est pour ça que c'est la différence avec aujourd'hui les ingénieurs qui sont très spécialisés. Le côté waouh, on va vraiment réfléchir de manière globale. Donc en général, en permaculture, on n'est pas bon, on n'est pas un expert d'un domaine. On est plutôt bon sur le côté flux, globalité. Là, on dézoome et on se dit waouh, comment je vais coordonner ça, ça et ça. Et souvent, les politiques ils viennent me voir et me disent comment tu ferais pour trouver une solution à ce problème? Et là, je leur dis c'est pas drôle. Vous allez me donner 5 problèmes. Et on va trouver une solution pour les 5, une seule. Parce qu'en général, ils trouvent une solution qui fait 3 problèmes. Ah, ça passe pas, ça. Je vais vous montrer maintenant, au travers de ce projet-là, ce qu'on peut faire en tant que gamin d'Intermarché. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est quand on a connu qu'une vie de citadin, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Pour juste vous dire, si moi je l'ai fait, en utilisant la bonne méthode et les bons outils, en ayant eu les bons professeurs, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. L'objectif, c'était quoi? Je venais de me former en permaculture et je me suis dit, ok, maintenant qu'on a la théorie, on va aller se confronter à la pratique. Je ne voulais pas juste parler, je voulais faire. Je voulais créer une vitrine. Je voulais concevoir un lieu résilient, un lieu qui pourrait me servir au cas où il y a un éventuel problème. Il n'y avait pas encore eu le corona à l'époque. J'avais vu les chiffres. C'était toute la dynamique actuelle qu'il y avait sur le monde peut s'effondrer. Je me suis dit, on va concevoir un endroit pour aller se mettre à l'abri. Et si ça ne s'effondre pas, concevoir un lieu qui pourrait servir pour ma propre entreprise, qui pourrait former les gens, servir de vitrine. Quand on arrive sur le terrain, on commence par repérer les lieux. Ici, on a le Mistral, un vent froid, un vent du sud qui a une tradition ici. Tous les anciens ils disent il arrache. Donc quand on a fait les calculs pour le bâtiment, j'ai dit attention là, on ne va pas partir sur simple. On va gonfler les chiffres pour se dire ok, comment on fait pour résister quand il y a des gros coups de vent?
Là, on a un sentier de grande randonnée et on est même allé voir les voisins pour regarder l'angle de leur vue. Pourquoi? On voulait mettre un bâtiment ici. Évidemment, pour être résilient, c'était important d'avoir un bâtiment. Mais on s'est dit, si on le met tout en haut, ils vont nous détester. Hein. On est en Ardèche, donc déjà quand on arrive et qu'on est un étranger dans... Je suis ardéchois, on est un étranger quand même. Ouais. Même si le projet est intéressant, on est un étranger. Peu importe le projet. Donc il faut se respecter soi. Si j'ai besoin d'un bâtiment, je vais faire le bâtiment. Mais vous voyez le côté prendre soin de l'humain. Je me suis pas dit, poum, je mets mon bâtiment. Ça m'aurait vraiment arrangé de le mettre là, franchement. Mais si j'avais fait ça, difficile de dire que je prenais soin des voisins. Je suis allé les voir et je leur dis, il va y avoir un bâtiment. Mais on vient voir la vue sur votre terrasse pour être sûr qu'on ne vienne pas handicaper votre vue. C'était un petit peu comment on concilie. Et là, vous voyez la dimension du projet. C'est pas juste on étudie la parcelle. Okay. Ensuite, on a regardé les courbes solaires. Comment ça se passe? Où est-ce que se lève le soleil? À quelle heure? À quel moment? Donc là, on a la courbe. C'est un peu compliqué, mais je le fais très rapidement. Courbe du solstice d'été, courbe du solstice d'hiver. Et comme ça, vous pouvez dire, ok, à telle date, il y a tel arbre, il y a le soleil, il n'y a pas de soleil, l'ombre portée, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ça nous permettait de faire les bons choix au niveau du positionnement. Ensuite, on a commencé à faire un petit peu de muscu. On n'avait pas l'eau sur le terrain, donc à creuser des mares. Et là, on voit toute la différence avec juste, je vais me relier. On se dit non, d'abord, on va aller capter l'eau de pluie. Là, on vient encore d'avoir un épisode où il est tombé 120 mm. Il n'avait pas plu pendant un mois. Donc on a de l'eau, c'est pas le problème. Moi, quand j'entends me dire qu'il n'y a pas d'eau, je rigole, parce que j'étais formé en Inde. Hein. Donc on a de l'eau. Le truc, c'est qu'on n'a pas de stockage. Partie de cette conclusion-là, très simple, on prend une pioche, on fait des trous. À refaire, maintenant, je mettrai un coup de mini-pelle. Voilà, comme je trouvais que c'était intéressant de me muscler un peu, j'ai fait ça. On en profite pour regarder le sol, et en fait, on a 40 cm de sable et après de la roche. Donc typiquement, c'est des sols à vigne, c'est des sols qui sont ultra pauvres. Et en plus, on est sur une légère pente nord, donc il y a tout ce qu'il faut pour montrer qu'on peut le faire avec tous les challenges, quoi. Mon design à moi je ne suis pas spécialement dans le graphisme, hein, plutôt dans l'efficacité. Ça ressemble à ça actuellement. Tout ce qui est point vert, c'est tout ce qui est arbre. Là, on a mis les plus petits au sud. Pourquoi? Pour pas que ça vienne prendre de la luminosité. Et puis, un design, ça évolue. Donc, on s'est dit, waouh, il y a beaucoup d'évaporation là. Donc, j'ai rajouté par exemple 2 grands arbres ici, 2 grands cerisiers. Tout ce qui est là, bien sûr, est comestible. Et voilà, à chaque fois, l'idée de la permaculture, c'était de dire, pourquoi je vais le mettre à tel endroit? Pas juste, je le place au hasard. Et là, on a les outils de Bill Mollison, qui lui aussi a donné ses propres principes. Et le premier principe de Bill Mollison, c'est rien n'est jamais placé au hasard. Tout est placé en fonction des autres choses. Okay. Donc là, il n'y a pas un seul arbre qui est placé au hasard. Déjà, ils sont tous alimentaires, ils créent tous comestibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons. Hein. Il y a beaucoup d'arbres qui sont... mais qui pourraient être alimentaires en cas de problème et qui pourront l'être pour des animaux si besoin. Il n'y a que des choses comestibles. Ça, c'est... Si vous m'offrez un arbre qui n'est pas comestible, je le prends bien sûr. Je vais l'offrir à mon voisin. Je ne le mettrai pas chez moi. Les plus grands iront au nord. Les persistants qui gardent leurs feuilles iront au nord, etc., etc. Vous comprenez? Là, l'idée, c'est vraiment réfléchir en amont pour essayer de trouver les meilleures solutions. À notre arrivée, ça ressemblait à ça, où c'était un simple champ qui n'était pas utilisé depuis déjà des années. Nous, quand on l'a vu, on s'est dit « Waouh, c'est exactement ce qu'on voulait ». La première mare, donc quelques jours de pioche, ça a donné ça. Et puis une bâche, on a cherché l'alternative à la bâche. On n'a pas trouvé. Alors, en fonction des contextes, il y aura toujours plein d'alternatives. Dans le nôtre, c'était la seule solution. Et après quelques pluies, on avait l'eau. Maintenant qu'on avait l'eau, vous pouvez mettre des arbres. Et là, je vous garantis que c'est addictif. Une fois qu'on a commencé à en mettre... j'ai passé des journées à planter des arbres, à planter. J'habite pas sur mon terrain. Du coup, je me dis toujours, comment je peux rendre le déplacement, les 5 km que je vais faire là, le carburant que je vais utiliser, comment je peux valoriser au mieux ce trajet. Et donc,
je passe à la déchetterie et je récupère des déchets, quels qu'ils soient. Ça peut être de la tonte, des feuilles ou du broyat de bois, ce qu'il y a en fait. Donc à la fois, je vais utiliser quelque chose qui n'est pas utilisé, considéré comme un déchet, et en plus, juste après, normalement, l'agglo le prend et le broie, et pour ça, elle prend une énorme machine qui coûte extrêmement cher et consomme énormément. Ben, moi, j'arrive avant, je récupère, j'essaye de faire un peu ma part. Mais surtout, l'idée, c'est comment je valorise mon trajet. J'y vais pas pour y aller, bien sûr. Hein. J'y vais parce que ça me permet de recréer du sol. Et pour vous donner une idée, dans la nature, il faut 1 siècle, quand tout se passe bien, pour faire 1 centimètre. Et moi, avec ça, je peux refaire ça de sol en 1 saison. Vous comprenez la puissance que c'est? Donc, je vous parlerai à la fin, au niveau du climat, qu'en corrigeant les sols, en améliorant plutôt les sols, leur fertilité du moins, ils captent plus de carbone, et c'est un moyen super simple pour enlever le surplus de CO2 dans l'air. Mais là, voilà, dans la nature, 1 siècle pour faire 1 centimètre. Moi, je fais ça en 1 saison. En passant en déchetterie. Souvent, on me pose la question, comment on fait s'il n'y a pas de déchetterie? Parce que moi, j'ai de la chance, ils mettent à disposition. Ben, il suffit d'appeler celui qui fait ça, les lagueurs. Et lui, pour lui, c'est un déchet. Et là, on voit toute l'idée de la permaculture. Ok. Le problème, c'est la solution. Si quelqu'un a un déchet, comment je peux l'utiliser, le valoriser? Si nous, on n'y arrive pas ici, franchement, il y a un problème. Parce que les autres, ils y arrivent en Afrique, en Inde, etc. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas passer à l'action, là. Vue du ciel, la parcelle, elle ressemble à ça. Avec juste un petit coup de pioche sur les lignes de niveau. Les lignes de niveau, vous avez déjà vu sur les cartes IGN, c'est la même altitude. Merci. Ben déjà, on voit que ça a une influence au niveau du satellite. Alors que c'est juste un petit trou comme ça, de bêche, de houx. Et puis là, déjà, avec les mares, et puis les petites planches de culture qui commencent à mettre. Et là, le premier terrassement pour la serre qu'on va voir tout de suite. 2019, on commence déjà à avoir quelque chose à montrer, donc on commence à faire nos premiers stages à prix libre, des stages où justement, vous pouvez découvrir comment on a conçu le lieu, et aussi beaucoup plus les principes, les outils de la permaculture. J'aurais pu tranquillement attendre que les arbres poussent, mais ça n'aurait pas été drôle. Donc je me suis lancé dans la conception de la serre. L'idée, c'était avoir un bâtiment le plus résilient possible, et comment appliquer la permaculture au bâtiment. L'idée encore, d'avoir une vitrine, mais aussi un bâtiment extrêmement résilient. Si on prend une serre classique, certes, elle n'est pas chère, mais on sait tout ce qui arrive au bout de 5-10 ans, par la poubelle. Donc là, c'est plutôt quelque chose que j'avais envie de pouvoir transmettre à mes enfants et mes petits-enfants, vraiment faire du durable. Mais c'est une serre. Tout est légal, on a demandé un permis, et on a pu obtenir une serre. Par contre, c'est vrai que c'est une belle serre. Donc on a commencé par des fondations. On est monté en Ciporex, pas parce que c'est la meilleure marque du monde, juste parce que dans ce contexte-là, c'est ce qui nous semblait le plus intéressant. On a fait la charpente, puis petit à petit le bâtiment. Et là, vous avez la serre. Ouais, c'est un vrai bâtiment, c'est une serre. Je suis parti du constat, quand j'ai lu le rapport de l'ADEME, que 75% des travaux d'isolation ne servaient à rien. Donc moi, pour faire ce bâtiment, j'ai passé énormément de temps à trouver les bons matériaux, les bons plans, etc. Et en fait, je vous l'ai dit au départ, j'avais une appétence pour le bâtiment. Donc je me suis fait avoir tout jeune. C'était facile, le jeune écologiste. Il y avait tout le moment subvention pompe à chaleur, là. Et donc j'ai acheté ça. Erreur. J'aurais mieux fait d'isoler si j'avais su. J'ai eu froid. L'entreprise m'a vendu une garantie de 10 ans et a fermé au bout de 2 mois. C'était génial. Depuis, il n'y a pas eu énormément de progression parce que la plupart des bâtiments sont souvent en DE. De toute façon, en général, les bilans énergétiques comme ça sont faux. Mais ce qui est sûr, c'est que si votre maison elle est bien isolée, vous ne devriez pas avoir froid cet hiver, surtout pas ici. Et faire ce bâtiment, ça m'a à la fois demandé énormément de recherche. J'étais déjà formé en bâtiment écologique.
Et surtout, ça m'a permis de découvrir mon mentor qui m'a accompagné sur ce bâtiment et de me confronter au réel, c'est-à-dire que même avec les connaissances que j'avais, ben voilà, travailler moi-même, monter les murs, être avec des artisans, être confronté à leur point de vue, etc. Avoir tout ce recul-là qui me permet aujourd'hui d'accompagner moi aussi des bâtiments sur l'achat, construction et rénovation. Et autant tout ce qui est permaculture est à prix libre, ça c'est vraiment ce qui permet à mon entreprise d'aller de l'avant et de la développer, grosso modo de gagner ma vie. En faisant quelque chose que je trouve passionnant, c'est-à-dire accompagner tout ce qui est achat, construction et rénovation d'un point de vue thermique, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais vu qu'il allait avoir un problème d'énergie. Bon, aujourd'hui, on est en plein dedans et puis ça fait mal. Hein. Voilà, l'idée c'est vraiment vous accompagner, vous permettre d'avoir une vraie maison écologique, pas une maison écologique sur le papier, une vraie, c'est-à-dire une maison qui est super confortable en été et en hiver, et ça sans vous ruiner parce que vous avez les bonnes connaissances. On ne sait pas vous faire chantier. Moi je ne suis pas carreleur, ni plombier, ni maçon. L'idée c'est vous armer vous. C'est l'intérêt d'un formateur. Okay. Trêve de publicité, revenons à mon projet. Une fois que j'ai pu commencer à former, je me suis dit, wow, tout l'argent que je récupère avec les formations et avec les stages de permaculture, bon, je n'ai pas encore acheté de yacht, hein, bien sûr, c'est des stages qui sont à prix libre, mais ça m'a permis quand même de financer le raccordement à l'eau. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a l'eau quand même, et qu'on a passé du temps à balader l'arrosoir et faire la danse de la pluie, je vous garantis qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Alors, j'arrose peu, mais quand même, il n'y a rien à dire. Si vous voulez un jardin qui fonctionne, première chose, vous arrosez. Pas trop, mais le sol, il doit être humide. C'est la base. Et l'eau, en fait, regardez les civilisations avant nous, elles sont toutes bien maîtrisées, l'eau. Ils n'avaient pas besoin de faire des forages à 10 000 mètres de profondeur. Hein. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est super simple. Et nous, ici, on a de l'eau. Il nous manque juste des stockages d'eau. Pour stocker de l'eau. Il y a un truc qui est super pratique, c'est des piscines. Elles font 7000 mètres cubes, 7000 litres pour 70 €. Vous avez de l'eau. C'est pas compliqué de stocker de l'eau. Donc moi, voilà, j'ai stocké de l'eau. Vous avez vu mes mares, etc. Le seul problème de la piscine, c'est que c'est uniforme. Donc on pourrait avoir un doute sur le fait que la vie s'installe bien dedans. En fait, moi, la piscine sans traitement, au bout de 3 jours, il y avait plein de vie dedans. Ce qui est intéressant, c'est que comme l'écosystème il n'est pas détruit, c'est pas une vie qui est composée uniquement de moustiques. Typiquement, sur la parcelle, là, vous voyez une de mes mares, il n'y avait pas de libellules au début. Mais là, il y en a plein. Je n'ai pas cherché à amener moi-même, de par mes connaissances, et à réguler l'écosystème. Je l'ai juste laissé faire. Là, les mares, vous voyez, elles ne sont pas du tout uniformes. Elles sont pleines de bordures, elles ont une différente profondeur, etc. Et l'idée, c'est juste multiplier les microclimats, les espaces, pour que la vie elle puisse s'installer. Et elle s'installe toute seule. J'ai rien à faire. C'est même tout l'intérêt, arriver à se dire waouh, je suis pas Dieu. Moi, j'ai juste besoin de laisser faire et de créer les espaces s'ils n'y sont pas. Donc, j'ai rien détruit, j'ai rajouté. Tout à l'heure, je vous ai montré les endroits où je voulais déposer mes déchets que je prenais en déchetterie. Quand j'ai eu l'eau, j'ai juste eu à mettre un petit coup de râteau. Donc, c'était 2 ans plus tard. Pendant 2 ans, j'ai fait sans eau quand même. Et c'était aussi l'idée de se dire comment on fait si un jour ça coupe. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait cogiter quand même. Comment on fait si un jour on nous coupe l'eau? Vous avez vu ce qui se passe à Gaza, là? C'est ce qui se passe. Et là, vous voyez le sol. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais 40 cm de sable. Est-ce que vous sentez comme il sent bon, ce sol-là? La bonne odeur, même le chien, il est d'accord. Il est magnifique, en fait. Pourquoi? Parce que ce que j'ai amené là, ça l'a enrichi, et ça m'a permis, juste avec un petit coup de râteau, déjà de ne pas avoir à désherber ça. Là, si vous lancez un jardin là-dessus, bonne chance, hein. Faut y aller à la pioche, à la houe, c'est vraiment dur. Alors que là, vous voyez, j'ai presque rien à désherber. Juste un petit coup de râteau. J'ai enrichi le sol, je suis passé récupérer un déchet en déchetterie, j'ai valorisé mon trajet, j'ai amélioré la fertilité de chez moi. Une pierre, 5 coups.
Et surtout, je me suis évité beaucoup de temps de désherbage. Parce que si on veut réduire l'énergie, il faut réfléchir un peu. Et si on réfléchit un peu, on s'économise beaucoup. Et quand on le fait nous-mêmes, c'est pour ça que les anciens, ils faisaient du durable. Si les maisons, elles étaient bien faites, la raison, elle est simple. Ils portaient à la main. Quand on porte à la pelle, on peut se permettre de ne pas réfléchir. À la main, tout de suite, on cogite un petit peu plus quand même. On prend le temps. Du coup, hiver 2021, entre chaque arbre, maintenant que j'ai l'eau, je plante. Il suffit que je fasse un petit trou entre chaque espace. Et printemps 2021, on voit ici, hop, tout ce qui est petits fruits qui a été ajouté. Les arbres au début, même s'ils sont résistants à la sécheresse, vous devez les accompagner. Et franchement, l'arbre, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ça coûte rien, ça va vous produire pendant des années. Et en plus, ça va attirer les pollinisateurs, faire de l'ombre. C'est beau, c'est trop bien, quoi. Donc, une fois que j'avais mis plein d'arbres, j'étais content. Le bâtiment était terminé, j'avais l'eau, j'ai rajouté des petits fruits. Les petits fruits, l'intérêt, c'est que contrairement à l'arbre qui met 4 ou 5 ans à produire, au bout d'une année, ça produit. En 3 ans, on a continué à former, tous les mois, des groupes entre 10 et 15 personnes. Et donc là, on vient de passer la barre des 500 élèves. Et l'année dernière, on a été contacté par la Banque alimentaire pour faire un petit peu le même projet que ce que j'avais fait chez moi. Là, on est parti sur un terrain où il n'y avait plus rien. Première chose, massacre. Le bon vieux labour à l'ancienne, là. Première chose, l'eau. Vous avez vu, premier truc, on a fait des mares. Pourquoi? Il y avait déjà un problème de moustiques. Et là, on pourrait se dire, wow, il y a déjà un problème de moustiques et vous rajoutez des mares. Ben ouais, mais dans la nature, comment ça se passe? On a rajouté un microclimat. On a planté en 2022 et il a fallu à peine 2 mois pour que la vie, elle s'installe dans la mare. À peine 2 mois. La différence avec chez moi, c'est que là, on a fait un trou à la mini-pelle et tout de suite, on a remis de la terre. Les plantes, elles se sont installées toutes seules. En 2 mois. De l'eau, de la terre, du soleil. Et là, l'écosystème, il va se réguler de lui-même. Alors, ça peut prendre du temps. Et c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Soit vous rentrez dans la lutte, c'est comme pour la santé. Soit vous essayez de voir au global et vous acceptez ce temps-là. Et l'idée, c'est juste créer des microclimats pour que vous ayez le régulateur. Alors, un régulateur pour les moustiques, on pose souvent la question. Moi, chez moi, qu'est-ce qui s'est installé? C'est les libellules. Mais est-ce qu'on pourrait en mettre en ville? C'est compliqué pour elles. Par contre, il y a les guppies. C'est des petits poissons qui mangent, a priori, qui sont friands de moustiques. Donc, si on pouvait faire des petites mares avec plein de petits guppies, ça serait peut-être une option. Si les décideurs nous voient, n'hésitez pas. Au boulot. Et puis, vous voyez, voilà. Tout à l'heure, vous avez vu le sol. Là, en une saison, l'abondance. Ça, c'est une photo qui est faite 1 an plus tard, mais franchement, au bout de 2 mois, c'était pareil. Vraiment. Pendant ce temps-là, chez moi, ça a continué de pousser. Donc, vous avez vu, 2021, c'était un petit peu vide, et puis petit à petit, ça s'est rempli. Là, vous avez des framboisiers, par exemple. Ça se bouture super facilement, un framboisier. Il arrive, on le taille. Et moi, j'ai pas le temps de passer tout mon temps sur ma parcelle. Je vais pas faire un trou, je vais pas le passer dans un petit pot, parce que si je le place dans un petit pot et que je rate un arrosage, il sèche, je suis cuit. Je le prends et je fais juste ça. Le sol, il est tellement meuble que ça rentre. À l'année prochaine. Automne 2022, j'ai enfin pu lancer mon premier potager, parce que vous comprenez, tout le monde me disait, mais attends, t'es permaculteur et tu fais pas de potager. Ben non, je fais tourner ma boîte, j'accompagne des chantiers, je forme les gens. J'ai déjà 2000 mètres carrés à gérer, donc le potager viendra plus tard. Et en fait, à un moment, j'ai eu une petite brèche de temps, là, sur ces périodes-là, il n'y a pas de conférence. Du coup, j'ai repris les planches du chantier. Donc là, quand les maçons voient ça, ils pètent un plomb, hein, parce que c'est des planches qui valent assez cher. Donc là encore, l'idée de valoriser nos déchets. Évidemment, n'achetez pas des planches pour faire ça. Hein. Vous prenez des planches qu'il y a partout. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une lasagne. L'idée, c'est pas vous expliquer pourquoi c'est intéressant une lasagne. L'idée, c'était le contexte.
j'ai un sol qui est très peu fertile, et le maraîchage, c'est quoi? Ça vient de marécage. C'est l'idée d'un sol super fertile. Donc j'ai recréé de la fertilité. Toujours pareil, là j'ai récupéré le fumier d'un voisin. Je suis allé prendre des déchets verts qu'il y avait en la déchetterie. J'ai planté. Vous voyez, là vous avez vraiment l'historique. Hein. On ne peut pas tricher là. Hein. J'ai planté. Et 2 mois plus tard, voilà. C'est simple. Là le jardin, il vient de fêter sa première année. Parce que là vous voyez qu'une paire de salades. Mais j'ai trop de tout, quoi. Je passe mon temps à mettre des posts sur Facebook. C'est tout petit, hein. Là, il y a 5 mètres carrés. 5,5 mètres carrés. Hein. Donc, il y a 3 planches de 5,5 mètres carrés. J'ai trop. Je fais vraiment simple et j'y passe sur toute la parcelle de 2000 mètres carrés environ 2 jours par semaine, max. Pas le temps. Par contre, voilà. Là, j'ai amené de la fertilité et j'arrose. Simple. J'achète les plants et ça pousse. Est-ce que ça vous motive? Un petit oui à ma droite. Préviens l'auditoire. Vous êtes avec moi? Ça va? Ça vous plaît? Ça vous motive? Ça vous montre vraiment ce qu'on peut faire? Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Vraiment. Ok? Et l'idée c'est, Homegraine a théorisé une chose. Si on est 15% à faire, le système bascule. 15%. Souvent, on entend qu'il faudrait qu'on soit à la moitié. C'est pas vrai. Regardez combien ils sont, les décideurs. Pas beaucoup. Il faudrait juste qu'on soit 15%. Pas à en parler, à en faire. Vous prenez l'échelle d'un territoire. Sur une ville comme Tournon, là où j'habite, 11 000 habitants, 15%, ça fait 1700 petits Auréliens quand même. Hein, qui passent à la déchetterie pour améliorer leur sol, etc. Oui. Ou qui font toute autre chose. Mais qui font. Et moi, mon but, c'est former ces 15%-là de gens qui vont faire, ou former des formateurs qui les formeront à l'échelle de l'agglo, c'est-à-dire les 40 petits villages qui gravitent autour de chez moi, pour recréer, comme ont fait mes professeurs, de la résilience au niveau du territoire. Souvent, on a envie d'être autonome. Vous ne pourrez pas être autonome en tout. Qui c'est qui va faire vos habits? Qui c'est qui va faire vos lunettes? Qui c'est qui va gérer l'accouchement de votre épouse? Qui c'est qui va enseigner à votre fils? Par contre, à l'échelle d'un territoire, comme une agglomération, enfin là, une communauté de communes, là, ouais, on peut parler de gros projets, d'hôpital, de barrages, de choses intéressantes. Pour ça, on a choisi de former à prix libre, comme ce soir. Et vraiment, les gens, ils sont super, ils jouent le jeu. Nous, ça nous va. Donc souvent, on entend que les permaculteurs sont tous millionnaires, bien sûr. C'est pour ça que Elon Musk et Bill Gates vont investir. Ils arrêtent les satellites, ils arrêtent l'ordinateur, ils se mettent à la permaculture, c'est sûr. Non, nous, l'idée, c'était vraiment se mettre à prix libre, mais, comme je vous l'ai dit, pour former le plus de gens possible. Et jusqu'ici, on s'en plaint pas. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis des cartes ici, vous pourrez vous servir. Et vous aurez mon site web, aureliencolombe.fr, mon nom, mon prénom.fr. Maintenant, la partie ajoutée de cette conférence, changement climatique, on pourrait se dire, ok, si on utilise l'énergie qu'on a maintenant, est-ce qu'on ne va pas avoir une influence négative sur le climat? On a vraiment ce frein-là. Qui c'est qui se sent effrayé parmi vous par le réchauffement? Okay. Alors on a non, oui. Alors à quelle échelle? Plutôt une échelle. Est-ce qu'on a des gens qui sont juste un peu, des gens qui sont vraiment anxieux? Alors là on a non aussi, carrément, c'est bien. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout effrayés? Bon, ça c'est bien. On a 1, 2. Ok, 3. Waouh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt vraiment effrayés? Pas trop. Bon, c'est bien, hein. Tant mieux. Parce que là, l'idée, justement, c'était de parler des solutions. Dire vraiment... Moi, je trouve qu'il y a, parmi beaucoup d'écologistes, et parmi les médias, un trop, quoi. Une anxiété qui plonge les gens, mais vraiment au fond, quoi. Et ça va vraiment loin, ça va vraiment, pour moi, trop loin.
Donc, autant tout à l'heure, je vous ai dit que tout à l'heure, j'ai expliqué que il y a quelques années, j'avais parlé qu'il y aurait moins d'énergie. Et là, j'avais envie de faire une petite aparté pour dire oui, il y a un réchauffement, mais oui, on a des solutions. Ok ? Déjà, avec la permaculture, si on limite le problème du climat au CO2, on peut très facilement produire en stockant du CO2. Vis-à-vis du monde agricole, vous pouvez regarder l'étude 4 pour 1000. Cette étude, elle explique qu'en améliorant le sol, vous allez stocker du CO2. Pour le bâtiment, moi je autoriserai tous les permis à partir du moment où on construit des bâtiments passifs, c'est clair. Mais on peut utiliser par exemple de la paille qui stocke du CO2, on peut utiliser du béton de chanvre, il y a plein d'autres solutions. Vis-à-vis de la génération d'énergie, on a tout ce qui est biogaz. Typiquement, vous faites caca dans une boîte, ça fait du gaz quand même. On n'a pas besoin d'attendre de dire ah mince, la Russie coupe, c'est pas si compliqué. La question c'est pourquoi on ne le fait pas. Moi c'est quelque chose qui me plairait bien de faire. On a tout ce qui est biocharbon, on a tout ce qui est air comprimé, enfin il y a des tonnes de choses, même pour l'énergie, où elle pourrait être propre, sans problème. Et vraiment efficace, pas juste de l'énergie propre avec un panneau solaire de Chine, vous voyez. Bon, pour rentrer même dans le cœur du sujet, réchauffement actuel, à votre avis, c'est combien? On en parle pas mal. Il y a un réchauffement, on est d'accord ou pas? Non. On a deux noms dans ça. Donc, la courbe sur le site du ministère nous dit qu'il y a bien un réchauffement. Moi, je suis partisan de dire qu'il y a un réchauffement, oui. La question, déjà, c'est de combien? Et là, la question, c'est d'où on part. Là où il faut se méfier, c'est qu'on nous parle toujours de température enregistrée. Donc, on ne l'enregistre pas depuis si longtemps. La planète, elle a 4,4 milliards d'années quand même. Et là, on parle de 150 ans. Ça fait 150 ans qu'on enregistre, ok, les chiffres. Et déjà, on peut se poser la question parce que si on commence là, ben c'est déjà bien différent de là. Donc on voit une petite évolution. Et grosso modo, sur 150 ans, on a plus 0,8. Ok. Maintenant, on va dézoomer un petit peu. Vous avez déjà entendu parler des aires glaciaires. 80% du temps, la planète Terre est en ère glaciaire. C'est une époque où il ne fait pas tellement bon vivre. Hein. C'est une époque où la France, c'est une toundra. C'est une époque où quand il fait chaud en été, on arrive à peine à 10 degrés. C'est une époque où quand on se balade, on croise des tigres à dents de sabre. C'est une époque où on n'aimerait pas être. Absolument pas du tout être. Ok ? Le Pléistocène, c'était la dernière ère glaciaire. Et quand on regarde les calottes de glace, c'est les calottes de glace de Vodstock, si vous voulez retrouver l'étude. Hein. Vous voyez, je crois qu'il y a sur 800 000 ans, les évolutions comme ça. Ère glaciaire, ère interglaciaire. Là, on est en interglaciaire. Et l'interglaciaire, c'est le paradis pour l'humain. Hein. Là, l'humain, il vivait. Hein. C'est juste beaucoup plus dur. Mais il vivait. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Ce genre de phénomène, on a du mal à l'analyser. Ça peut être les gros bouleversements climatiques, en général, ils se résument en soit météorites, soit volcans. Et les météorites, ça peut produire chaud comme froid, ça c'est super étrange. Là, typiquement, l'idée de ce réchauffement-là, on pense que c'est une météorite, mais ça peut, ici, être ce qui a causé le coup de froid. Et les volcans, eux, par contre, ça fait toujours un coup de froid. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'a fait le volcan islandais. En fait, ça fait une couverture nuageuse qui fait qu'on n'a plus le rayonnement solaire. Et là, du coup, c'est pareil. On préférera éviter les grosses éruptions parce que c'est dramatique pour l'humain. Typiquement, il y a 70 000 ans, il y avait 1 million d'hominidés sur la planète. D'un coup, il y a l'explosion du Toba, et il y a 3000 survivants. Vous imaginez 99% des espèces. Et c'est là où il y avait plein, il y avait une vingtaine d'espèces homo, et il ne reste plus que 3000 sapiens, 300 néandertals,
et le Homo asiatique aussi, quelques-uns, quoi. Mais vraiment, il y a eu une perte gigantesque. Donc là, la planète, elle pourrait se rafraîchir du jour au lendemain, très brutalement, et on n'y peut juste rien. C'est un volcan qui explose. Okay. Pour vous donner une idée, le Toba, il a fallu 6 ans pour qu'on puisse revoir nettement le jour. Pendant 6 ans, il y a eu des cendres dans l'atmosphère entière de la planète. Okay. Là, on voit la sortie d'air glaciaire. Au niveau des températures, ça a fait ça. Ça a créé quelque chose d'assez étrange. On était en plein réchauffement très brutal et très soudain. C'est qu'en fait, il y a eu les Laurentides au niveau du Canada, là, une immense masse glacée qui a coulé dans l'Atlantique et qui a arrêté le Gulf Stream et toute la circulation, plus que le Gulf Stream, toute la circulation thermo-haline. Et ça a recréé un moment glaciaire. Et là, c'est pareil, à chaque fois, vous avez un bouleversement extrêmement brutal qui fait mourir. Là, je crois qu'il y a une énorme perte. L'espèce humaine qui est là en Amérique meurt à ce moment-là, disparaît complètement. Vraiment, regardez les températures, ça fait mal. Et là, vous avez le réchauffement. Celui-là, on ne sait pas trop. Et c'est extrêmement brutal, encore une fois. Sûrement des astéroïdes. Mais là, on laisse vraiment sur de l'hypothèse. On parle d'un réchauffement de plus 15 degrés en 40 ans. Plus 15 en 40 ans. Tout à l'heure, on a dit 0,8 en 150 ans. Donc j'ai un peu du mal quand j'entends que c'est le plus grand réchauffement, jamais aussi rapide, tout ça. C'est pas du tout ce que nous disent les courbes. Là, cette courbe, vous pouvez taper à l'érode, c'est cette période-là, sur Wikipédia, et vous allez la trouver, l'information. Hein. C'est pas complot.com, hein. C'est vraiment une vraie courbe qui nous montre l'évolution. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe, elle commence à moins 11 000 ans, enfin, pas il y a 11 000 ans, on dit, c'est pas moins 11 000 ans. Là, il y a marqué BP, ça veut dire before present, et le présent commence en 1950 pour les climatologues. Du coup, là, on est à 15 000 ans, et là, par exemple, si vous regardez, on vous dit depuis 11 000 ans, depuis 11 000 ans, on prend la courbe ici. Donc forcément, si on prend la courbe ici, on se dit, ah tiens, ça bouge. Oui, enfin bon, on oublie ça quand même. C'est pas rien. Là, vous voyez les évolutions actuelles, qui sont quand même des évolutions marquantes. Hein. Mais, je veux dire, comparé à ce que l'homme a connu, on est vraiment sur... on a connu pire. Vraiment. Et on a survécu. Du coup, ce petit moment, ce petit temps sur le climat-là, c'est pour finir sur un message d'espoir. Ce que j'ai fait moi, vous pouvez le faire. Et si l'homme a survécu à ces terribles changements, il faut qu'on garde l'espoir. Merci beaucoup. Ça me tenait vraiment à cœur de finir là-dessus parce qu'il y a des décisions extrêmement importantes qui sont en train d'être prises aujourd'hui, où on limite le changement climatique au CO2, ce qui pour moi est quand même un peu plus complexe que ça. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Et surtout, on entend énormément que c'est le moment le pire qu'on ait jamais connu. Alors que pour notre espèce, les moments de réchauffement sont des moments d'épanouissement. Donc il n'y a aucune raison que tous nos jeunes soient plombés dans tant de désarroi, quoi. C'est vraiment, vraiment important de garder l'espoir. Parce qu'en fait, il y a des problèmes actuellement. On pollue l'eau, on détruit les sols, on coupe des arbres. Et ça, c'est pas le changement climatique. C'est des choses sur lesquelles on peut agir tout de suite, maintenant. Sur lesquelles on doit agir. Donc c'est intéressant si vous avez un vrai challenge que ça vous pousse. Mais il ne faut surtout pas vous désarmer vis-à-vis de ça. Et ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Voilà.